Bonjour à tous et bienvenue donc à cette ISPAR 2024 et à cette session de physiologie appliquée qui est consacrée à une pathologie spécifiquement maternelle qui est la prééclampsie. C'est une pathologie à laquelle sont confrontés régulièrement les anesthésistes réanimateurs et qui est difficile à appréhender parce qu'elle présente un retentissement multiviscéral, rénal, cardiaque, neurologique notamment. Et il était donc intéressant de revoir un petit peu la physiologie de cette pathologie spécifiquement obstétricale. Et pour cela, nous avons invité donc, le professeur Marie-Pierre Bonnet, qui est anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Trousseau, qui est membre du CA de l'ASPAR et du CA du Carreau, et qui avait coordonné donc, les RFE sur la prééclampsie sévère sous l'égide de l'ASPAR et du CNGOF, qui sont sortis en 2020. Donc Marie-Pierre, je te laisse la parole pour nous faire un petit point sur la physiologie de la prééclampsie, ce qui nous aidera, j'espère, à mieux appréhender cette pathologie, ses enjeux et notamment les enjeux thérapeutiques. Merci Lionel et je remercie donc l'ASPAR et la ISPAR pour cette invitation et pour reprendre donc ensemble cet après-midi la physiopathologie de la prééclampsie qu'on va voir ensemble, qui est un événement qui n'est pas si évident que cela. Alors, je me suis permis en introduction de reprendre quelques concepts importants, notamment en reprenant la définition de la prééclampsie, notamment du fait de son actualisation en début de janvier 2024 par les RPC du CNGOF. Donc, qu'on soit tous d'accord, la prééclampsie actuellement est définie en France par l'association d'une hypertension artérielle avec une atteinte rénale, définie soit par une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures, ou par un rapport protéinurie sur créatininurie supérieur ou égal à 30 mg par millimol, et ceci après 20 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est important de retenir qu'en France, on associera toujours une atteinte organique, et notamment rénale, avec l'hypertension. Alors, comme tu l'as dit, Lionel, effectivement, la prééclampsie présente deux spécificités. C'est une pathologie qui n'est associée uniquement au contexte obstétrical et donc de la grossesse, et qui n'est observée que dans l'espèce humaine. Donc, dans cette présentation, on va parler que du placenta. Pourquoi? En fait, parce que la prééclampsie, le premier message, c'est que c'est une pathologie qui est d'origine placentaire. Donc ça, c'est vraiment le premier élément à bien intégrer dans cette présentation. L'incidence de la prééclampsie est de 4 à 5% des femmes enceintes dans le monde, en sachant que cette incidence est plus basse en France que dans le reste du monde. Pourquoi on s'intéresse, nous, en tout cas en tant qu'anesthésiste réanimateur, travaillant en maternité et de manière globale, parce qu'on peut aussi confronter à ces femmes, notamment en réanimation, parce que la prééclampsie, c'est une maladie grave qui est à l'origine d'une mortalité maternelle significative. C'est la deuxième cause de décès maternel dans le monde. Et elle est associée également à un surrisque de mortalité fœtale et néonatale. Une des difficultés, et qui est notamment due à la complexité de sa physiopathologie, c'est la diversité de ses présentations cliniques d'une part, et notamment une diversité de la sévérité. On peut avoir vraiment des tableaux complètement extrêmes, et on va le voir également ensemble, peut-être pendant les questions, avec des pronostics à long terme qui peuvent être différents. Enfin, la prééclampsie se caractérise, comme tu l'as dit, par une atteinte multiviscérale qui s'explique clairement par justement cette physiopathologie. Alors, je l'ai dit, et je le répète, et je le répéterai tout du long de cette présentation, le problème, c'est le placenta. Et donc, à l'origine de la prééclampsie, on identifie clairement une dysfonction placentaire. Alors, pour mieux comprendre la dysfonction placentaire, je me suis permis de faire un rappel donc, sur la physiologie du développement du placenta au cours de la grossesse humaine. Donc, pour rappel, le placenta, c'est vraiment l'organe qui est impliqué, qui est responsable en fait, des échanges métaboliques entre la mère et le fœtus, et en fait, finalement, des apports nutritionnels qui sont indispensables à la croissance fœtale. L'espèce humaine, en fait, elle se caractérise par une placentation hémocoriale. Et cette placentation hémocoriale, elle sous-tend en fait un envahissement du trophoblaste embryonnaire humain qui va pénétrer comme ça dans la paroi utérine. Donc tout d'abord l'endomètre, puis le tiers supérieur de myomètre, et enfin les vaisseaux maternels. Donc en fait, c'est cette pénétration comme trophoblastique qui s'intègre dans la paroi utérine qui caractérise la placentation hémocoriale. Et donc la placentation hémocoriale, en fait, aboutit à la constitution de ces chambres vileuses ici, qui sont la zone d'échange nutritif entre la mère et l'enfant, et qui contiennent en fait des villosités choriales qui sont en relation directe avec la circulation fœtale et qui baignent dans le sang maternel. Et donc vraiment, il faut intégrer cet élément pour mieux comprendre la prééclampsie. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, on le sait, donc une fois qu'on a une implantation trophoblastique,
le placenta doit répondre également à une augmentation du débit de perfusion utéroplacentaire. Donc forcément, on va avoir un remodelage vasculaire utérin. Sinon, vous savez qu'avec l'hypervolémie et l'augmentation du débit cardiaque maternel, s'il n'y a pas de modification vasculaire à la fois en fait, au niveau du placenta et puis au niveau de l'organisme maternel global, eh bien, on se retrouve notamment devant une hypertension artérielle du fait de l'augmentation du volume sans adaptation des résistances et des pressions. Alors, que va-t-il se passer de manière physiologique? Eh bien, avant 12 semaines, donc on est dans cette phase en fait, d'implantation et d'invasion par le trophoblaste, eh bien, au niveau de la chambre vileuse, on va avoir en fait une invasion trophoblastique. Donc, dans les terminaisons ici des villosités choriales, vous voyez cette invasion de trophoblaste en gris qui va pénétrer dans la lumière des artères spiralées utérines. Donc, invasion trophoblastique et également invasion de la paroi endothéliale des artères spiralées utérines, et notamment remplaçant les cellules musculaires lisses. Et donc, en fait, pendant les 12 premières semaines, vous observez cette espèce de plug trophoblastique dans les artères spiralées utérines qui explique que le développement fœtal au cours du premier trimestre de la grossesse se passe dans une atmosphère plutôt hypoxémique, et qui est physiologique. Okay. Après 12 semaines, que va-t-il se passer? Eh bien, en fait, on va avoir une régulation de cette invasion trophoblastique, donc, qui est physiologique, et grâce notamment aux cellules natural killer macrophagiques et lymphocytes T qui sont contenues dans la paroi utérine. Donc vous voyez qu'en fait on va avoir une disparition du plug trophoblastique qui envahissait la lumière des artères spiralées utérines. Donc on va avoir ce qui va permettre finalement d'avoir un élargissement du calibre en fait, des artères spiralées et également une diminution des résistances vasculaires périphériques qui va permettre de répondre à cette augmentation du débit de perfusion placentaire de manière physiologique. Revenons à la prééclampsie, que se passe-t-il? Donc, les mots à retenir, c'est la dysfonction placentaire. Cette dysfonction placentaire, en fait, elle va se traduire par une baisse du débit de perfusion placentaire et une hypoxémie qui va entraîner un stress syncytio-trophoblastique. Ce qu'il faut intégrer dans cette présentation et dans cette physiopathologie de la prééclampsie, c'est que plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette dysfonction placentaire, on va le voir. Mais si on revient aux artères spiralées, la première cause qui est décrite clairement et qui est responsable notamment des formes prééclamptiques précoces, c'est une anomalie de ce remodelage vasculaire au niveau des artères spiralées utérines. Alors, comment ça se passe? Donc, j'ai repris le schéma de la physiologie normale du remodelage vasculaire des artères utérines qui permet cette augmentation du débit de perfusion placentaire. Que se passe-t-il dans la prééclampsie? Eh bien, en fait, on va avoir une anomalie de ce remodelage vasculaire utérin. En fait, on va avoir une insuffisance ici de l'envahissement trophoblastique, d'une part, et puis pas de dédifférenciation des cellules trophoblastiques en cellules musculaires lisses au niveau de la paroi de l'endothélium, et qui est associée également au troisième stade, c'est-à-dire une réponse immunitaire qui est inadaptée. Moralité, vous voyez bien qu'on n'aura pas ce remodelage qui a permis en fait une augmentation du débit de perfusion. On aura même plutôt une baisse du débit de perfusion placentaire au niveau de la chambre intervileuse et donc une anomalie de la perfusion et des échanges en fait utéro-placentaires et maternels et fœtaux, ce qui entraîne, on le sait, et ce qui caractérise notamment les formes précoces de prééclampsie, une ischémie et une dysfonction placentaire chronique en réalité. Et donc on comprend bien que cette physiopathologie, ce mécanisme-là, il est bien impliqué dans les formes avant terme sur lesquelles on va observer ce retentissement placentaire où on voit quand, au moment de la naissance, on regarde de manière macroscopique le placenta, on voit des tout petits placentas hypotrophes et associés avec des infarctus au niveau des villosités. Et également, d'autre part, souvent, dans les formes les plus sévères, un retentissement fœtal qui s'explique en fait par une asphyxie chronique en fait, ou une hypoxémie chronique du fœtus et qui entraîne un retard de croissance, voire dans les cas les plus sévères, une mort fœtale. Alors, cette anomalie du remodelage vasculaire, elle peut avoir, donc elle est impliquée souvent dans les formes prématurées. Et elle peut avoir plusieurs origines qui ont été explorées, mais qui ne sont pas la règle, mais donc plusieurs profils différents. Ça peut être des facteurs génétiques favorisants, des facteurs immunologiques ou encore des facteurs environnementaux qui ont été décrits. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent être à l'origine de cette dysfonction placentaire et qui illustreront plutôt les formes qui arrivent en fin de grossesse. Par exemple, dans les grossesses gémellaires, en fait, ça va être simplement une compression mécanique du placenta qui va entraîner par en fait, compression une baisse du débit de perfusion placentaire. Donc, on retrouve en fait cette notion de baisse du débit de perfusion placentaire qui sera à l'origine donc de ce stress syncytio-trophoblastique et qui est dû donc à cette dysfonction placentaire.
Autre mécanisme qu'on retrouve dans la pratique, vous savez, c'est les prééclampsies qui arrivent en fin de grossesse, voire en post-terme, et qui sont plutôt liées à un vieillissement du placenta qui ne fonctionne plus correctement, et qui est aussi donc à l'origine du baisse du débit de perfusion placentaire et de la baisse du débit de perfusion des chambres vileuses, et entraînera aussi un stress syncytiotrophoblastique. On va voir qui est à l'origine de l'atteinte diffuse organique qu'on observe dans la prééclampsie. Autres causes qui ont été décrites, les infections, notamment l'infection à CMV, ou enfin encore des thromboses. Mais c'est surtout les 3 premiers mécanismes que je voulais que vous illustrer. En fait, le point commun de toutes ces causes qui sont à l'origine de la dysfonction placentaire et qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une inadéquation en fait, entre les besoins maternels et les apports placentaires qui sont dus à des anomalies de perfusion. C'est ça vraiment le primum movens. Maintenant, une fois qu'on a vu un peu l'origine de cette dysfonction placentaire, voyons comment cette dysfonction placentaire va entraîner les symptômes maternels cette fois-ci. Alors, donc, quelle que soit l'origine de la dysfonction placentaire, celle-ci va entraîner un stress au niveau syncytiotrophoblastique. Et donc, c'est vraiment à la terminaison au niveau de la chambre, ou des échanges en fait, materno-fétaux, au niveau de cette chambre vileuse, qu'on va voir des anomalies qui sont liées notamment à cette baisse de perfusion placentaire, à cette ischémie chronique, et qui se traduisent par un stress au niveau cellulaire, au niveau du réticulum endoplasmique, une apoptose augmentée, un stress oxydatif et une dysfonction mitochondriale. Quelles vont être les conséquences de toutes ces réactions? On va le voir step by step après. Mais de manière globale, en fait, on observe un relargage dans la circulation maternelle générale de plusieurs substances qui vont avoir des effets périphériques que l'on connaît. Et notamment, donc on va le voir ensemble après, mais donc on aura un passage dans la circulation maternelle de particules et de débris syncytiaux, de radicaux libres liés au stress oxydatif, des cytokines pro-inflammatoires, de facteurs anti-angiogéniques, ça on va voir, c'est vraiment un élément fondamental, voire même d'ADN libre. Moralité, globalement, c'est le passage dans la circulation générale qui est responsable de ce tableau multi-organes et qui est lié. Alors, deuxième message important, on a vu dysfonction placentaire, mais cette atteinte multi-organes, en fait, elle est liée en fait, à une atteinte endothéliale maternelle diffuse. C'est ça le deuxième élément fondamental. Alors effectivement, donc je vous ai mis cette illustration qui a été publiée dans le JACC en fait, en 2020 et qui illustre bien cette idée d'atteinte multi-organes et dont le dénominateur commun en fait est une atteinte endothéliale. Donc effectivement, on retrouve cette atteinte endothéliale en fait à la fois à l'origine et en même temps secondaire, une espèce de cercle vicieux d'atteinte de la vascularisation placentaire ici. Mais on peut avoir donc des phénomènes secondaires au niveau de la perfusion hépatique, rénale bien sûr. On peut avoir des troubles de la coagulation, des atteintes pulmonaires, encéphaliques, cardiaques et vasculaires périphériques. Voilà, donc en fait, on va voir que tous ces organes ont des mécanismes plus ou moins différents, mais je me permets surtout d'expliquer de manière générale à quoi est due cette atteinte endothéliale maternelle. Première théorie, on va voir, il y a 4 théories à l'origine des dysfonctions endothéliales de la prééclampsie. La première, en fait, c'est la plus ancienne, et c'est un déséquilibre, en fait, au niveau du système nerveux végétatif, entre les substances vasoconstrictives et vasodilatatrices. Normalement, d'un point de vue physiologique, vous savez très bien que la grossesse se caractérise par une tendance à la vasodilatation diffuse et qui en fait répond, on l'a vu tout à l'heure, en fait, à l'augmentation du débit cardiaque et à l'hypervolémie maternelle qui est physiologique et qui est nécessaire pour améliorer le développement fœtal jusqu'à terme. Donc ça, c'est l'état physiologique de base. Que se passe-t-il dans la prééclampsie? Clairement, il y a un déséquilibre en faveur des substances placentaires et rénales qui sont vasoconstrictives. Et donc c'est en l'occurrence l'endothéline 1, le thromboxane A2, et puis on va avoir une activation en fait, du système rénine-angiotensine-aldostérone qui est responsable d'une augmentation de l'angiotensine 2. Et ça, c'est ce phénomène, ce déséquilibre vers une balance vasoconstrictive prédominante, et bien, elle est clairement à l'origine tout simplement de l'hypertension artérielle qu'on observe dans la prééclampsie. Donc ça, c'est la première théorie, c'est la plus ancienne et elle reste d'actualité. Deuxième théorie, en fait, probablement que tous ces phénomènes sont intriqués. La deuxième théorie, c'est une réponse pro-inflammatoire qui serait exacerbée et qui est liée en fait, au passage dans la circulation maternelle générale de ces débris cellulaires et placentaires qui sont dus à l'ischémie et à l'apoptose
qui est due à la dysfonction placentaire et au stress syncytio-trophoblastique. Moralité, on a une augmentation dans la circulation générale des taux de cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF-alpha ou encore l'interleukine 6. Et par ailleurs, on a même une activation de l'immunité cellulaire et du complément. Alors, il y a des phénomènes qui supportent cette hypothèse, notamment en fait, quand les femmes vont recevoir une corticothérapie, mais qui a une indication pour une maturation pulmonaire fétale, eh bien, ça peut améliorer transitoirement les symptômes de la prééclampsie maternelle. Donc ça, c'est un élément qui est en faveur de cette hypothèse pro-inflammatoire. Et par ailleurs, ça serait par ce mécanisme que passe l'effet préventif de l'aspirine, qui est indiqué chez les femmes qui ont un antécédent de prééclampsie et auquel on va donner au premier trimestre de la grossesse, donc de l'aspirine, pour prévenir une récidive de prééclampsie au cours d'une grossesse ultérieure, et donc qui passerait par l'effet anti-COX-1 et COX-2 de l'aspirine. Troisième théorie, une augmentation du stress oxydatif, et donc à nouveau, donc surtout par dysfonction mitochondriale au niveau des cellules placentaires, et qui entraîne une augmentation de la production d'acides gras libres et de radicaux libres, et puis libération en fait, de débris placentaires qui sont oxydés. Alors ça, c'est une voie qui a fait pendant l'objet de plusieurs recherches thérapeutiques dans le passé, notamment avec un essai de Chappell qui était positif dans le Lancet en 1999 et qui explorait l'effet potentiellement protecteur de substances antioxydantes telles que la vitamine C et la vitamine E. Mais en fait, les résultats ont été contrecarrés en fait, par plusieurs essais randomisés qui montrent qu'il n'y a pas d'intérêt de ces substances antioxydantes d'un point de vue préventif de la prééclampsie. Donc un peu décevant. Quatrième théorie, et finalement la plus importante, c'est par laquelle je terminerai, mais qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est en fait un déséquilibre de un déséquilibre de la balance pro- et anti-angiogénique, et qui est à la fois à l'origine de la dysfonction placentaire et à l'origine de la dysfonction endothéliale diffuse maternelle. Alors reprenons la physiologie. En fait, les principaux facteurs angiogéniques qui sont produits par les cellules trophoblastiques, c'est le VEGF et le PLGF. Ces deux facteurs angiogéniques ont plusieurs récepteurs membranaires au niveau des cellules endothéliales. Ce sont les FLT1 et le FLK1. Il y a une troisième catégorie de récepteurs, c'est le récepteur soluble SFLT1 qu'on appelle aussi le FIT1. En fait, la particularité de ce récepteur soluble FIT1, c'est que sa production est augmentée quand on est dans des conditions hypoxiques. D'une part. Et par ailleurs, deuxième caractéristique, d'un point de vue naturel, ce récepteur soluble a une affinité supérieure, bien supérieure pour le VEGF par rapport au PLGF. Donc que se passe-t-il dans la grossesse normale ? Eh bien, comme le VEGF est capté par les récepteurs solubles FIT1 qui sont dans la circulation générale maternelle, eh bien, de manière physiologique, on aura des concentrations très faibles de VEGF et inversement, on aura une augmentation progressive de la concentration de PLGF au cours de la grossesse et on va voir qu'il baisse en fin de grossesse. Dans la prééclampsie, que se passe-t-il ? On l'a vu, il y a une hypoxémie, une hypoxémie placentaire et cette hypoxémie placentaire, elle va entraîner, on l'a vu, une augmentation de la production du récepteur soluble FIT1. Et ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que comme ils vont être saturés par le VEGF, mais en fait, il y en aura suffisamment qui vont aussi capter le PLGF. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer une chute importante des taux de PLGF et en fait une baisse des facteurs pro-angiogéniques. Cette imputabilité des équilibres de la balance pro- et anti-angiogénique, elle est bien démontrée notamment par des modèles expérimentaux animaux transgéniques, pour ces récepteurs notamment. Et on va le voir, il va y avoir un impact direct pour la clinique de la compréhension de cette physiopathologie. Alors notamment, ce qu'il faut connaître, il y a un essai qui a vraiment représenté un tournant dans la compréhension de la physiopathologie de la prééclampsie, c'est l'essai de Levin qui a été publié dans le New England en 2004 et qui proposait donc tout simplement de doser dans la circulation maternelle générale les taux de FIT1 tout au long de la grossesse. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, en bleu, donc vous avez les patientes qui sont non prééclamptiques. En fait, on observe de manière physiologique une augmentation progressive du récepteur soluble FIT1 dans la circulation maternelle. Les femmes prééclamptiques en noir, eh bien, chez ces femmes-là, le taux de FIT1 est 3 à 4 fois supérieur, donc de manière pathologique. Et encore plus intéressant, chez les femmes qui vont développer ultérieurement une prééclampsie dans les 5 semaines qui suivent, eh bien, on voit que par rapport au contrôle en bleu, eh bien, on a déjà une augmentation supérieure des taux de FIT1, donc des taux circulants de récepteurs solubles au VEGF et au PLGF.
De manière similaire, donc les auteurs ont également dosé les taux de PLGF circulant dans la circulation maternelle générale. Eh bien, donc, chez les cas contrôle, donc grossesse normale, on voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, une augmentation physiologique au cours de la grossesse des taux de PLGF. Chez les femmes prééclamptiques, on a cet effondrement du PLGF qui est complètement capté par les récepteurs solubles. Et à nouveau, et qui va s'intégrer dans une valeur prédictive intéressante, on voit que les femmes qui vont ultérieurement développer une prééclampsie ont des taux déjà anormalement élevés, anormalement abaissés de PLGF. Voilà. Et donc, ces différences, elles ont été intégrées pour leur valeur prédictive a été explorée notamment par l'étude de Prognosis, New England 2016, et qui a démontré que pour un ratio FIT1, enfin SFLT1 sur PLGF qui est inférieur à 38, eh bien, la valeur prédictive négative pour écarter la survenue d'une prééclampsie dans la semaine qui vient était de 99%. Donc un impact en termes de pratique clinique qui est vraiment très intéressant et qui permet d'orienter d'un point de vue surveillance clinique, hospitalisation, admission, etc., la prise en charge de ces femmes. Voilà, donc je me permets de conclure à ce stade pour donc revenir sur les points fondamentaux de la physiopathologie. J'espère que j'ai été claire pour tout le monde. Et donc la prééclampsie, on l'a compris, c'est une pathologie c'est important d'intégrer que c'est multifactoriel, d'une part. Et donc s'il y a des mots à retenir, c'est à l'origine une dysfonction placentaire, mais qui peut être d'origine variable. Et cette dysfonction placentaire qui va entraîner une dysfonction endothéliale qui est à l'origine de l'atteinte multiorganique maternelle. Il faut bien comprendre que les formes précoces et les formes tardives n'ont pas forcément le même mécanisme. Et bien sûr, il y a un élément aussi qui est fondamental, et j'espère que vous comprendrez tous. Là, je n'ai pas pu parler de thérapeutique parce que finalement, comme on sait que c'est le placenta qui est à l'origine, le seul traitement qui est étiologique, c'est la délivrance placentaire. On a vu quelques implications quand même pour la pratique, notamment avec l'intérêt d'un point de vue prédictif du dosage des facteurs pro-angiogéniques et qui pourraient aider notamment au suivi médical et qui constituent actuellement des objets de recherche, notamment pour des thérapeutiques futures. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Marie-Pierre pour cet exposé qui était, je trouvais, extrêmement intéressant, très complet, très didactique, et je pense qu'il a intéressé tous nos téléspectateurs. Si je résume bien, et tu as vraiment réussi à nous faire passer de la maladie placentaire à la maladie maternelle endothéliale, avec au milieu finalement un stress syncytiotrophoblastique qui lui est à l'origine finalement de la pathologie multiviscérale, si je résume bien la physiopathologie très grossièrement. Et ce qui est un petit peu pas forcément bien connu, c'est cette notion de distinction de forme précoce, forme tardive. C'est-à-dire que les formes précoces seraient plus liées à une anomalie du remodelage artériel utérin au moment de l'implantation et de l'anidation, et alors que les formes tardives seraient plus liées à un stress syncytiotrophoblastique en lien avec un vieillissement du placenta. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer, et ça expliquerait les formes très précoces de prééclampsie et les formes plus tardives qui donc sont un petit peu différentes d'un point de vue physiopathologique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde un peu de manière superficielle, on nous explique souvent ce remodelage des artères spiralées qui est anormal, mais clairement, en fait, comme ça se passe au moment de l'implantation, ça n'explique pas du tout la survenue de ces formes en fait, qu'on observe plus régulièrement en fait, dans la pratique clinique de prééclampsie de fin de grossesse, qui sont assez quotidiennement observées. Et clairement, ce n'est pas du tout le mécanisme qui est impliqué, il faut faire attention. Mais par contre, ce qu'on retrouve, et c'est là que c'est un peu plus complexe, c'est que cette anomalie de la balance des facteurs pro- et anti-angiogéniques, elle participe au départ aussi à cette anomalie du remodelage vasculaire au niveau utérin. Mais elle est aussi la cause de l'atteinte endothéliale secondaire. Donc elle n'arrive pas au même moment, en fait, suivant la forme de la prééclampsie qui est observée. D'accord, mais elle peut exister très précocement au moment du remodelage des artères spirales. Oui, elle est responsable. PLGF, SFLT1 en particulier, exactement. déséquilibres angiogéniques et anti-angiogéniques. Oui, c'est probablement un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui s'entretient et qui entraîne donc la maladie locale et la maladie, on va dire, systémique, ou en tout cas multiviscérale. Voilà, c'est une atteinte endothéliale. Et en fait, tu vas avoir une atteinte endothéliale au niveau de la placentation et de l'utérus, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, à distance, en réalité. Et donc, du coup, là, à partir de ces données physiopathologiques, est-ce qu'on a quelques notions de facteurs prédisposants de la prééclampsie? Est-ce qu'on a pu identifier des facteurs un petit peu de risque de cette pathologie? Alors, oui.
Mais par contre, ça permet pas, de manière assez décevante finalement, tous les scores prédictifs, de prééclampsie ne fonctionnent pas et donc notamment des scores composites à la fois biologiques et avec des caractéristiques individuelles. Mais chaque société savante nationale et internationale propose, quand même toute une série de facteurs de risque. Donc il y a des facteurs de risque individuels, il y a des prédispositions génétiques et en fait qui expliqueraient notamment donc l'implication, de l'angiogénèse, enfin, avec des mutations sur ces facteurs angiogéniques, enfin sur les gènes qui codent ces facteurs notamment, ou les récepteurs. Donc il y a des prédispositions génétiques, il y a des prédispositions aussi typiquement de caractéristiques maternelles que sont par exemple l'obésité, qui est un facteur de risque. On a aussi des caractéristiques obstétricales, comme on l'a vu tout à l'heure finalement la gémellité, mais parce que finalement c'est à l'origine du mécanisme de compression du placenta. On a des facteurs de risque environnementaux. Donc il y a toute une littérature effectivement sur ces facteurs de risque, mais qui ont du mal à s'intégrer dans la prédiction clinique d'une prééclampsie. J'avais aussi la notion du diabète, je crois, Oui, de oui, oui. l'hypertension artérielle et le fait Ouais, d'avoir fait une bien sûr. prééclampsie aussi. Ah oui, ça c'est C'est un un facteur facteur de de risque risque très 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 fort. important et de récidive finalement de la pathologie. Ouais, tout à fait. Alors là, pour le coup, c'est l'objet des recommandations du collège qui ont été publiées, qui sont disponibles, enfin, qui ont été faites l'année dernière, mais qui ont déjà été présentées, mais par contre, dont le texte écrit est disponible depuis cette semaine, enfin la semaine dernière, et donc qui revoit toute la littérature sur les thérapeutiques préventives de la prééclampsie, en l'occurrence surtout chez les femmes qui ont un antécédent de prééclampsie, avec une indication vraiment, enfin, c'est un grade 1 en fait de mettre de l'aspirine avant 16 semaines d'aménorrhée pour prévenir la récidive. C'est ça, l'aspirine qui est en général fait que doit être arrêtée à 36 semaines Ouais. si j'ai bien lu ces recommandations également. Et donc tu as montré un petit peu leur mode d'action qui serait plutôt sur l'axe finalement inflammatoire, hein, par un effet anti-inflammatoire de l'aspirine, COX-1, anti-COX-2, pour permettre a priori de limiter la survenue de cette pathologie, si j'ai bien, Oui, si on a bien compris. c'est l'hypothèse qui est avancée, effectivement, c'est l'effet anti-inflammatoire, tout simplement, de l'aspirine. Donc, par contre, on comprend bien que l'intérêt, c'est de le mettre au moment de la phase de Oui, placentation. donc le Donc plus ça, c'est tôt aussi... possible. Ouais. Et donc là, c'est important, finalement, d'avoir compris la physiopathe pour Mm. pouvoir utiliser correctement une molécule préventive. Donc, parce que clairement, par contre, ce qui est bien démontré, c'est qu'après cette semaine, de mettre de l'aspirine, ça ne sert à rien. Ouais. Parce que c'est terminé. Mm. C'est ça qu'il le recommande effectivement très précocement. Je voulais revenir sur les conséquences finalement Oui. de ce stress syncytiotrophoblastique. Au niveau multiviscéral, tu es passé rapidement dessus, mais je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu, parce que ce qui étonne toujours un peu l'anesthésiste réanimateur qui n'est pas forcément habitué à l'obstétrique, bah, c'est un peu la diversité des atteintes qui peuvent être rénales, qui peuvent être cardiaques, neurologiques. Les enjeux sont essentiellement le pronostic et beaucoup un pronostic neurologique chez ces femmes, et puis également éventuellement le risque d'OAP qui est majoré, le HELLP syndrome. Alors est-ce que tu Ouais. peux un petit peu plus creuser les éléments physiopathologiques et peut-être nous proposer éventuellement des sites d'action éventuellement? Je sais que pour le HELP, il n'est plus recommandé en tout cas de faire, c'est les RFE d'ailleurs 2020 qui l'indiquaient, hein, d'administrer des corticoïdes. Est-ce que tu peux nous en dire un Ouais. tout petit peu plus? Parce que c'est effectivement ce qui nous intéresse beaucoup de savoir mais qu'est-ce qui se passe finalement pour toutes ces atteintes multiviscérales. On a bien compris que c'était l'atteinte endothéliale, hein, Tout à fait. mais comment elle s'articule après de manière au niveau de chaque organe, conduisant aussi à la thrombopénie, à l'hémolyse, etc. Alors déjà, le premier message, c'est que la fréquence de ces atteintes organiques n'est pas du tout la même. C'est vrai qu'on a beaucoup plus souvent une atteinte rénale directe en fait par le déséquilibre système rénine-angiotensine-aldostérone. Et bien sûr, l'HTA aussi. Donc l'HTA, de toute façon, elle est permanente, puisqu'elle définit la prééclampsie. Mais par exemple, l'atteinte rénale, c'est vrai que c'est une des atteintes les plus fréquentes dans la prééclampsie. Et typiquement, inversement, alors c'est vrai que l'OAP, en fait, c'est assez rare, en fait. C'est moins de 1% des prééclampsies. Et parce que notamment, donc, on a la physiopathologie de la maladie qui entraîne une atteinte de l'endothélium pulmonaire et donc notamment d'anomalies de perméabilité qui vont expliquer l'œdème interstitiel qu'on peut observer. Mais il y a aussi une part importante de iatrogénicité, en fait, qui est responsable de l'OAP avec des... La gestion de l'expansion volémique ou des diurétiques. Tout à fait. Mais donc, typiquement, voilà, je vous ai donné deux extrêmes. Entre l'atteinte rénale et l'atteinte pulmonaire, c'est vraiment pas du tout la même fréquence d'apparition, et parce que les mécanismes sont différents. Et finalement, l'atteinte rénale, elle est un peu dans la définition par la protéinurie, en tout cas française, associée à l'hypertension artérielle, la définition française qui est restée très simple finalement, contrairement à des définitions plus internationales qui sont extrêmement complexes, beaucoup plus fournies. La définition française a au moins l'avantage d'être très simple pour nous, hein, une HTA
gravidique avec une protéinurie, Ouais. et en lien donc avec cette fréquence de l'atteinte rénale, effectivement. Ouais, nous, on a gardé l'atteinte rénale et par contre, on a ouvert sur le P sur C et l'intérêt, c'est quand même, on sait très bien que recueillir des urines pendant 24 heures pour avoir un dosage de la protéine, en fait, c'est pas fiable de 1 et puis on a un retard diagnostique. Donc, ça, c'est vraiment un changement de pratique de s'appuyer sur le rapport P sur C. Et par contre, par exemple, les définitions américaines, en fait, intègrent l'atteinte multi-organe parce qu'ils proposent en fait une HTA associée avec une atteinte organique, quelle qu'elle soit. Effectivement. Voilà. Alors que nous, en fait, on souligne finalement la fréquence de l'atteinte rénale, on va dire. Alors, l'autre atteinte qu'on voit régulièrement quand on travaille en maternité en tant qu'anesthésiste réanimateur, typiquement, c'est le HELP syndrome. Et là, c'est assez facile de comprendre la physiopathe du HELP syndrome parce qu'elle est due finalement à une anomalie de perfusion, en fait, à une ischémie chronique hépatique au niveau notamment périportal. Et donc, on aura une souffrance cellulaire, une apoptose cellulaire au niveau hépatique et ça explique en fait la cytolyse qu'on va observer. Ensuite, l'anémie qui est observée, en fait, elle est mécanique sur les parents endothéliales qui sont rigides. Et donc, on a le stress oxydatif, l'hypoxémie, l'ischémie qui est à l'origine du HELP. Et également, en fait, on a une consommation des plaquettes associées sur une atteinte mécanique. Enfin, il y a à la fois un mécanisme lié de rupture en fait, des plaquettes sur les parois et puis de consommation, bien sûr, et notamment avec une implication donc, de la balance pro-inflammatoire en fait, dans ce phénomène. Et cette atteinte endothéliale couplée à l'hypertension artérielle, elle contribue aussi à la morbidité neurologique, j'imagine. Ah oui. Alors, qui est un des principaux enjeux de la prise en charge de ces patientes qui ont un pronostic essentiellement neurologique. En fait, c'est un œdème, on peut voir deux tableaux. Le plus fréquent, c'est un œdème vasogénique au niveau cérébral, en fait, du fait de l'atteinte endothéliale, en fait, et puis des variations de pression intracérébrale qui peuvent expliquer notamment l'éclampsie. Mais dans les formes plus graves, on peut même aussi avoir un œdème cytotoxique qui est lié à l'ischémie, le tableau ischémique qu'on observe dans la plus grave dans les formes de prééclampsie. Voilà, rarement une atteinte même du muscle myocardique qui est liée au déséquilibre de la balance système vasoconstricteur, vasodilatateur notamment, et puis une CIVD également observée dans les formes les plus sévères. Effectivement, CIVD qui est une des principales causes dans les rapports du CNEM, dans la mortalité maternelle, il y a souvent une CIVD, notamment sur des HELP qui surviennent parfois en postpartum et qui ne sont pas toujours très bien dépistés et surveillés. Donc il faut aussi avoir cette notion que tous ces éléments, toutes ces perturbations ne vont pas se résoudre immédiatement à la naissance, mais vont perdurer vont mettre du temps à se résorber et à revenir, à retrouver une physiologie normale, avec des risques également de complications maternelles graves en postpartum, au moins dans la première semaine, voire les 15 premiers jours. J'avais une autre question, je ne sais pas si on a encore un petit peu le temps, donc qui portait, une remarque sur tu as parlé, et c'est très important, effectivement, la notion de facteurs angiogéniques et anti-angiogéniques, le déséquilibre, la production de récepteurs solubles au VEGF d'origine trophoblastique consécutive à l'ischémie, on est bien d'accord? Oui. Et par contre, ce qui était un petit peu étonnant, ou je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus, sur les recommandations du CNGOF sur la prééclampsie, ils ne retiennent pas ce déséquilibre comme étant un élément qui permet d'améliorer la prise en charge maternelle, finalement. Alors, on pourrait se dire que ça permettrait un diagnostic un peu plus précoce, d'anticiper le diagnostic, mais pour eux, ce n'est pas un élément, il n'est pas recommandé de réaliser ces dosages et de rechercher ce déséquilibre entre PLGF et SFLT1 pour le diagnostic précoce et pour améliorer donc la morbidité maternelle et néonatale. Je ne sais pas si tu avais t'en un petit peu plus là-dessus, pourquoi ils n'avaient pas retenu finalement ce dépistage, et qui pourtant semblerait intéressant. Mais oui, alors dans mon souvenir, parce que c'est vrai que j'ai lu le texte il y a un certain temps, mais c'est que la valeur prédictive a été limitée dans le temps déjà et n'avait été validée que pour un certain terme de grossesse, et donc on ne pouvait pas l'utiliser de manière universelle. D'une part, et puis il y a une problématique de coût aussi. Enfin, c'est pas les évidences disponibles n'étaient pas suffisantes pour pouvoir le recommander de manière systématique. En pratique aujourd'hui, dans le dépistage, précoce des femmes, peut-être qu'à l'avenir, on saura cibler des patientes plus à risque
pour lequel ça sera utile, Exactement. mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de, Bah, en fait, c'est parce qu'il y a des essais pas de français en cours recommandation. multicentriques en fait, qui essayent de regarder des combinaisons à la fois de dosage biologique, de caractéristiques individuelles et en fait, de valeurs Doppler utérin aussi, qui auraient peut-être une valeur prédictive supérieure en fait, à simplement au ratio, au ratio SFLT sur PLGF. Ok. Et puis un dernier point, je voulais aussi parler de la maladie sur le long terme. Ce sont Ouais. des patientes qui ont des terrains, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, elles ont des terrains très particuliers, puisqu'on sait que ce sont des patients qui ont des risques majorés de pathologies rénales, complications Ouais. vasculaires et neurologiques également. Ouais. Si tu peux dire un petit point sur ce terrain à long terme de la prééclampsie. Bah, sur ce dernier point, en fait, effectivement, alors on ne sait pas lesquelles vont évoluer péjorativement ou vont garder des séquelles à long terme ou pas. Par contre, ce qu'on sait, qu'elles sont beaucoup plus à risque d'accident vasculaire cérébral et d'hypertension, même si tous les symptômes ont disparu. Donc ça, c'est quelque chose de bien démontré. Mais en tout cas, ça souligne la nécessité de faire suivre ces femmes en postpartum au bout de 1 à 2 mois, quand même de réévaluer l'atteinte rénale et l'atteinte cardiovasculaire. C'est vraiment fondamental parce que ça va préjuger de leur pronostic quand même à long terme. Donc nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Elles vont systématiquement consulter un néphrologue. Donc il faut que ce soit quelqu'un, soit un néphrologue, soit un cardiologue, qui soit spécialisé qui soit habitué à avoir des femmes qui ont eu une prééclampsie. La physiopathologie de cette séquelle à long terme, elle est mal connue parce que clairement, ça concerne quand même qu'une proportion limitée des femmes. Donc, ça reste encore une voie à explorer. Oui, effectivement. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus elles font des prééclampsies, plus elles ont des atteintes rénales, plus le risque augmente. Ouais, Donc probablement qu'il y a un terrain sous-jacent, ce que tu renvoies à cette notion génétique, immunologique. On tout ne à sait pas fait. très bien ce qui se passe, mais il y a un terrain probablement Ouais. très favorisant, sous-jacent à cette pathologie. J'avais une toute dernière question, je ne sais pas si tu auras vraiment une réponse très claire. Question qui se pose souvent, qu'on me pose souvent aussi d'ailleurs, c'est ça marche comment ce sulfate de magnésium? Ah, Pourquoi on en fait? Enfin, pourquoi on en fait? On voit les outcomes sont effectivement assez clairs et les recommandations sont de très haut niveau de preuve. Mais comment ça marche finalement? bah, malheureusement, en fait, ça reste un mythe. On n'arrive pas à expliquer le mécanisme neuroprotecteur en fait, du sulfate de magnésium dans la prééclampsie. Peut-être ça serait son effet anti-hypertenseur aussi, puisqu'on sait Ouais, que c'est clairement lié aux poussées hypertensives d'une part, ou à un effet protecteur sur dans l'endothélium. En fait, voilà, le mystère reste reste complet. encore à Ouais, creuser effectivement. voilà. Très bien Marie-Pierre, bah, écoute, je te remercie pour cette très belle session que j'ai trouvée extrêmement éclairante sur la physiopathologie et la physiologie ou la physiopathologie de la prééclampsie. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup lorsqu'on travaille en maternité. Et je trouve que tu as apporté des réponses qui étaient vraiment très très claires. Donc je te remercie et je vous souhaite donc à tous une très bonne histoire et une bonne fin d'après-midi. Merci Lionel. À bientôt.